c'est Audrey, ta tantine préférée, celle que tu voudrais voir à toutes les réunions de famille, your favorite auntie. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui est être une femme immigrée en France, mes expériences, mes défis et mes victoires. On va très souvent voir dans les médias des personnes qui vont parler au nom de toute personne de l'immigration et qui ne sont pas de l'immigration. Si vous voyez ce que je veux dire. Alors c'est un peu ce que moi j'essaie de faire, c'est que au-delà de parler souvent de mon expérience personnelle, je vais plutôt partager, sensibiliser autour de l'immigration et autour aussi de la perception de l'immigration. Quand tu es une femme, tu as des difficultés dans cette société dictée par le patriarcat. Parler vraiment de multiples discriminations auxquelles on peut faire face, à savoir être une femme et ensuite une femme issue de l'immigration. Être une femme immigrée, c'est vivre des expériences que l'on n'aurait jamais imaginées. Des luttes, des larmes, mais aussi des moments de beauté, de résilience. Aujourd'hui, je veux vous partager ce qui a été le plus dur, mais aussi ce qui m'a permis de me relever encore et encore. T'es amené à être résilient, t'as pas le choix. T'es dans un contexte de survie, t'es obligé d'être là, t'es obligé d'être debout demain matin pour aller au travail, t'es obligé de te lever demain matin, même si tu as vécu des violences, parce que t'es dans ce contexte de survie, t'es dans une société où t'es amené tout le temps à devoir survivre en tant que femme et devoir survivre aussi en tant qu'immigré. Racisme et agression. Les premières expériences de racisme, elles ont commencé ici. On va être à Madagascar, j'ai déjà fait une vidéo dessus sur les réseaux sociaux. Et donc quand tu es une personne plutôt claire, voilà, tu as des privilèges à Madagascar. Tu vas être considérée comme une personne blanche, une personne étrangère, la touriste, une personne d'une autre origine. Quand tu arrives en France, alors tu n'es absolument pas blanche. Donc je sais que ça a fait un coup à beaucoup de personnes de se dire que tu as un tel privilège dans un autre pays, mais quand tu arrives dans un autre pays, tu es complètement déclassé et tu te rends compte que tu peux subir du racisme. Et c'est ça que je trouve qui est regrettable une fois que tu arrives ici. Tu arrives avec toutes tes idées préconçues en disant non, moi je suis cette fille de Madagascar qui était privilégiée, qui faisait ça, qui vient de la capitale, qui a une peau claire, etc. Quand j'arriverai en France, je serai traitée de la même manière. Ce n'est pas vrai. D'ailleurs, on va pas chouiner, parce que voilà, c'est pas la fin du monde non plus. Vivre vos premières expériences de racisme. Perso, moi j'ai vécu des expériences vraiment de racisme banalisé. Vous avez un nom de famille qui est un peu long, avec une consonance qui est différente. En fait, vous allez avoir souvent plusieurs réactions. Une réaction, oula! Une deuxième réaction, soupir avant de lire votre nom de famille. Une troisième réaction en mode, mais oui, mais ça vient d'où en fait? Ensuite, pour moi, ça a été surtout les regards méprisants, à savoir que je travaillais beaucoup dans les domaines de service à la personne. Donc je faisais de la saisie et en gros, quand tu es prestataire, on te présente pas vraiment aux gens. Est-ce que tu viens le matin, tu fais ce que tu as à faire et puis ensuite tu pars. J'ai allé chauffer mon repas et tout. Ah, il y a une autre dame qui dit, ah voilà, du coup c'est Audrey, elle s'occupe de saisir les données pour tel fichier. Et là, la dame, elle me regarde de haut en bas et elle dit, ah mais je pensais que c'était une personne d'en bas. Elle me regarde comme ça, elle me dit, je croyais que c'était une personne d'en bas. En gros, la personne d'en bas, parce qu'on était dans un milieu catholique, blanc, très français, voilà. Et en fait, les personnes d'en bas, entre guillemets, c'est les personnes qui s'occupent du musée, donc les personnes qui vont être à l'accueil et les vigiles. Donc c'était ça, entre guillemets, ce qu'elle appelait les personnes d'en bas. Moi, je fais pas du tout du mépris de classe, ça me dérange pas du tout qu'on me confonde, voilà, avec une personne de l'accueil ou autre. C'est pas du tout il n'y a pas de sous-métier. Mais ce qui m'a dérangée, c'est vraiment le fait d'avoir posé un regard assez méprisant et de dire, forcément, puisque tu es là, donc tu es une personne qui va faire des métiers du type l'accueil, le ménage, la vigile, la serveuse. Et ça que j'ai trouvé vraiment triste en fait, c'est dans leur tête, ils se disent absolument qu'on est des personnes qui sont faites que pour ce type de métier. On ne vous verra jamais en gros dans les milieux de 4. Donc c'est là où j'ai vraiment vécu cette expérience-là de façon assez négative. J'ai commencé à vivre en France. J'étais, vous savez, un petit peu gaskill, quoi, genre le malgache qui est un peu genre miafiaf, c'est-à-dire qui reste dans son coin, qui était là, qui rigolait poliment. Moi aujourd'hui, je m'en fous. Si raciste avec moi, j'ai pas du tout de souci à venir te reprendre. Si t'es sexiste avec moi, il n'y a pas de souci, je vais te le dire. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai dit non, pas du tout. Moi, je suis prestataire. Voilà, ça fait des jours que je suis ici sur Excel. Et vous avez un problème avec les personnes d'en bas, j'ai dit. Et la dame, elle était hyper gênée, quoi. Là, je vais plutôt parler d'agression sexiste.
La première sphère que je vais utiliser, ça va être celle de la rue. À Madagascar, l'harcèlement de rue est très banalisé. Qui te siffle, qui te dit coucou ma chérie, etc. T'as l'habitude. Je passe mon chemin. Moi, j'étais venue avec mes idées en me disant, ah bah en France, en fait, t'es safe. Safe, ça va jamais t'arriver. Ce type de choses n'arrive pas. Et ça, déjà, c'est un biais. Moi, donc, avec mon idée, entre guillemets, de l'Occident, j'étais vraiment en train de me dire, mais non, mais en Occident, t'es forcément safe. Voilà. Ce qui est complètement faux. C'est complètement faux. Attention à toi, en fait. Parce qu'il y a des gros dégueulasses d'hommes dans la rue. Je veux pas faire peur, en fait, aux filles qui viennent ici. Je veux pas que vous veniez en disant, ouah, je vais y être comme ça. Faut que je fasse attention à tout quand j'arrive en France, etc. À l'étranger, non. Par contre, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ici, c'est pas le monde des bisounours. Moi, quand je venais d'arriver, bah, j'étais dans le monde des bisounours. La vie est belle, on est jeune, on vient d'arriver, on est étudiante. On croit que ça va être spring break, pas du tout. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je trouve que les retours... comme ça, il n'y en a pas énormément genre sur les réseaux sociaux. On va voir surtout des personnes qui vont parler de tout ce qui est opportunité de carrière et tout. Mais là, en tout cas, je fais cette vidéo pour vous le dire. Je parlais de la rue et là, je vais vous parler du travail. Moi, pourquoi je parlais au début de la vidéo de femmes et immigrés? C'est parce que quand on est femme et immigrée, on fait face à un harcèlement qui peut aller vraiment à un niveau supérieur au travail. Donc, petite pause café quand même. Alors ça va être un sujet qui va être difficile pour moi, mais je prends beaucoup de recul aujourd'hui, comment je le raconte. Mais quand j'avais 18-19 ans, j'ai trouvé un travail en boulangerie. Et les personnes qui connaissent un peu les boulangeries, où vous avez des gros beaufs et tout, vous savez que l'ambiance, elle est pas facile en fait. Vous avez des patrons en gros qui vont vous dire que les études ça sert à rien, que c'est mieux de choisir entre les études et le travail. Moi c'était mon cas, et en plus de ça, donc j'avais un patron qui savait très bien que j'étais jeune, donc j'étais sous titre de séjour, donc c'était mes premiers salaires. Vous savez, donc c'est hyper valorisé pour le titre de séjour quand on renouvelle, de voir que vous avez un travail à côté et que vous bougez un peu quoi. Vous faites pas peut-être des 35 heures, mais vous bougez un peu, vous avez des 10 heures, vous avez 15 heures, et ça c'est valorisé au moment des renouvellements. Donc moi j'avais un patron qui était hyper conscient de ça, et donc qui se permettait beaucoup de choses, qui se permettait des choses, vraiment il m'harcelait en fait. Il a dit ouais ben vu vos chaussures, c'est sûr que vos sous-vêtements ils sont comme ça. Ok, donc j'ai déjà commencé à avoir un truc un peu, vous voyez, j'étais dégoûtée d'aller au travail en fait. Je me disais déjà je me lève tôt, j'ai pas le choix, je dois travailler, je dois faire mes revenus de 600 minimum par mois là en France, donc voilà, j'étais déjà dans cette condition là en gros. Chaque fois que je venais travailler, que c'était lui, le patron qui était là, donc il en rajoutait, il disait ouais nettoie ça comme si tu... voilà, vous avez compris le geste, bref. Et en gros il recrutait des immigrés. Et ce qui était très bizarre, parce qu'en fait c'était deux patrons blancs et français. L'autre patron c'était un sucre, franchement je serais restée pour l'autre patron sans problème. Mais de nouveau on est dans ce problème où l'autre patron il sait exactement comment son collègue est, mais il va jamais lui dire. Vous voyez, je pense qu'il faut en parler, parce que quand t'es étrangère, comme je disais moi à l'époque, c'était vraiment il y a 5 ans quoi, il y a 3 ans. J'en parlais pas du tout parce que je voulais pas, j'avais peur des représailles, je voulais pas perdre mon travail, les réseaux sociaux ça avait pas autant d'ampleur qu'aujourd'hui, et puis quand t'es étrangère, voilà, tu te dis bon ben je me lève demain matin de toute façon, et puis j'ai pas le choix puisque j'ai un titre de séjour, j'ai un salaire à assurer, donc voilà, ça passe au-dessus. Donc vous voyez les agressions, je parlais de la rue, je parlais du travail, et je vais parler de l'entourage. Donc moi, en fait, quand j'étais à Madagascar, j'étais une pick-me. Dans le sens... ça fait trop rire de dire ça à la caméra. Donc j'avais beaucoup d'amis mecs. Aujourd'hui, franchement, j'en ai très peu. Genre les mecs, c'est devenu des connaissances, ou sinon, ben voilà, ce sera des relations, quoi. En gros, quand je suis arrivée en France, dans mon entourage, on sent tout de suite qu'il y a un autre niveau, vous voyez, de relation avec eux, dans le sens où ils savent que tu es vulnérable à ce moment-là. Toi, tu viens d'arriver en France, tu as plein de trucs à gérer, ton image de toi-même, elle est pas ouf, etc. Et donc, tu peux faire face à des amis masculins qui sont de mauvaises intentions. C'est que quand on est au lycée, on a un peu des amis par défaut, entre guillemets, des amis par défaut, parce que tu les vois tous les jours.
Donc que tu le supportes ou que tu le supportes pas, il y en a beaucoup qui vont rester tes amis par défaut. Moi, j'ai coupé les ponts avec beaucoup d'amis masculins parce que, en fait, pour eux, tu resteras toujours une femme. Tu resteras toujours une femme, tu resteras toujours une proie, tu resteras toujours en dessous d'eux. C'est pas le cas de tous, évidemment. Et d'ailleurs, j'ai pas envie de devoir faire ce rappel à chaque fois que je fais une vidéo. Fait que y aura pas mal d'agressions qui seront banalisées. En fait, ils vont faire des choses, ils vont t'agresser de façon vraiment banale. C'est vraiment pas respecter ton consentement. Type, vous allez sortir en boîte et soudainement ton pote, il va te prendre directement par les hanches, il va danser avec toi, il va essayer de t'embrasser, etc. Enfin bref, c'est vraiment ce type de pour moi aujourd'hui que je qualifie d'agression. Parce que quand même, attention, disclaimer, moi à l'époque, vous voyez, donc on est en 2015, les questions de consentement, etc., c'était pas encore très clair. Donc je n'arrivais pas à poser clairement mon consentement. Est-ce que je suis d'accord? Je suis pas d'accord? C'est un oui, c'est un non. Je vais répondre vite, je sais pas. Voilà, vous voyez. J'ai envie de vous dire, soyez clair très très vite avec votre façon de consentir aux choses. Aujourd'hui, je subis quand même les dommages de ces années-là, en fait. Il y a quelques années, je dirais vers ma vingtaine, 21 ans, j'ai eu une grosse conscience de tout ça. Aujourd'hui, je pense avoir guéri. Franchement, j'ai guéri de ce genre de trucs. Ça devient ma force. J'ai pas de mal à parler de ça. J'ai pas de mal à shamer les gens par rapport à ça. C'est très difficile quand vous êtes dans votre construction de femme dès le départ, en gros, poser des mots sur ce que vous ressentez ou ce que vous êtes en train de vivre. Donc, vraiment, c'est triste de dire ça, que nous, les femmes, on est obligées de savoir très vite, mais c'est bien de savoir où vous allez. Parce que c'est comme ça que vous allez être moins enclins à subir des choses qui vont vous impacter sur la suite et vous impacter négativement. Et aussi, s'il y a des garçons qui me regardent et qui sont arrivés jusqu'à ce stade de la vidéo, en fait, ayons de vous si vous avez fait subir des choses à des meufs alors qu'elles venaient d'arriver en France. Il y a pas longtemps, j'ai vu un truc comme ça, de mecs qui se regroupaient, qui se mettaient dans des groupes pour se filer les meufs qui venaient d'arriver, qui soi-disant veulent faire la fête et en fait qui vont les détourner et tout. Moi, j'ai juste envie de vous dire, ayez honte de vous. Ayez pas parce que vous êtes des mecs et que vous êtes ici, que vous êtes plus fort, que vous êtes plus viril, que vous avez les droits sur tout, que quand vous allez revenir à Madagascar, que vous allez être élevé socialement parce que vous avez fait vos études ici, vous êtes débrouillé et tout. Ayez honte de vous. Donc tous les mecs qui ne sont pas dans ça, perso, moi j'aurais vraiment aimé vous voir dans ces années-là. Ne soyez pas silencieux face à ce que font vos amis. Ne soyez pas silencieux parce que c'est vraiment ça qui participe à toute cette culture du viol. Et quand on est jeune, fraîchement arrivé en France, on est vulnérable et vraiment on n'a pas envie de passer les pires soirées de notre vie dans les débuts, quoi. Mais je suis super contente en tout cas de faire une vidéo qui est assez longue comme ça. Ça fait longtemps que j'ai pas pu faire ça. Donc je vais faire le chapitre 1, je pense que le chapitre 2 je le ferai sur une autre vidéo. La précarité menstruelle. La précarité menstruelle et être femme immigrée, c'est tout un sujet. Mais pour toutes les personnes qui ont dû travailler toutes leurs études, vraiment chapeau parce que c'est pas facile. C'est pas facile, on le sait, on se sait. Puis ici, je vais vous parler d'une anecdote qui est assez... En fait, je suis dans les anecdotes, de toute façon, sur cette vidéo. En gros, moi, ce que je faisais, c'est que j'économisais pas mal les serviettes hygiéniques pour éviter d'en acheter tout le temps. Parce que j'avais pas la thune de toute façon. J'ai été dans un foyer de jeunes étudiantes et de jeunes travailleuses, ce qui fait qu'on est quand même une trentaine de meufs. Sur une trentaine de meufs, plus ta directrice, il y a moyen d'avoir des serviettes hygiéniques. Donc, le souci, c'est que moi, je l'ai su plus tard. En gros, j'avais des problèmes au niveau de l'utérus. Enfin, j'avais des règles abondantes. J'ai révisé avec cette amie-là et tout. Et je me suis levée de ma chaise pour partir, donc pour l'amphi en question. Et une autre meuf est venue me chuchoter. Écoute, il faut que tu mettes un pull derrière ton... Enfin, il faut que tu mettes un pull parce que ton pantalon, il est taché de sang. Mais quand je vous dis taché de sang, c'était pas une petite tache comme ça, à la limite, ou une petite tache à nettoyer aux toilettes. C'était une tache comme ça. En plus, j'avais sali la chaise. J'avais tellement honte que je n'ai pas renettoyé la chaise. J'avais tellement honte que j'ai mis mon pull. J'ai dit à ma pote, je peux pas rester pour l'amphi, je dois partir. Ma pote, elle m'a vraiment regardée en mode, l'amphi, il est dans 5 minutes en fait. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas à l'amphi, quoi. Moi, je lui ai dit, écoute,
Là, faut que je mette mon pull, faut que je rentre chez moi très vite. Apparemment, mon pantalon il est taché, je peux pas rester pour l'amphi. Je suis rentrée chez moi, j'étais pas bien, j'étais en train de pleurer, j'étais dans mon lit, j'étais seule. Et là, j'avais pas de serviette et j'ai dû envoyer un message sur le groupe de mon foyer pour dire est-ce que quelqu'un a une serviette hygiénique parce que là, je suis dans mon lit, je suis clouée, je peux pas sortir et j'ai plus d'argent. Quand vous êtes femme immigrée avec la précarité menstruelle, en fait, c'est pas des lol. C'est déjà, vous avez pas assez d'argent pour aller chez le gynéco. Moi, j'ai découvert des années plus tard que j'avais des problèmes hormonaux parce que j'ai eu l'argent plus tard et que j'avais pas assez connaissance aussi du système de la carte vitale, de la mutuelle étudiante et tout. Je savais pas tout ça, donc j'évitais d'aller chez le médecin pour avancer quoi que ce soit. J'avais peur parce que c'était un gros tabou. Dans ma famille, ma mère m'a jamais amenée chez le gynéco tôt parce que vous savez, moi, Madagascar, gynéco égale t'es enceinte, égale il y aura des rumeurs si quelqu'un te voit aller chez le gynéco ou la gynéco avec ta mère, quoi. Et effectivement, c'est une honte silencieuse que personne ne voit et si ça vous est déjà arrivé, perso, parlez-en autour de vous. Moi, mes DM sont ouverts. Si ça vous est déjà arrivé, que vous avez vraiment envie d'en parler, que c'est un truc qui vous pèse, mes DM sont ouverts et d'ailleurs moi j'ai une boîte mail carrément si vous voulez témoigner et en faire carrément une vidéo. Moi ma boîte mail elle est ouverte. Précarité des petits boulots. La votre vie normale, vous allez soit faire face à cette personne qui vient du même pays que vous mais qui est privilégiée. Donc il y a des parents qui ont les moyens de leur payer leur loyer, leurs courses, leur abonnement, etc. Enfin tout. Et ça c'est pas un problème. Mais par contre, cette personne privilégiée, elle va vous juger parce que vous travaillez les week-ends, vous travaillez les soirs, vous travaillez trop à leurs yeux. Il faut la tèche de votre esprit. Il faut se dire, cette personne, elle va pas comprendre ce que vous êtes en train de vivre. Et c'est bien de se retrouver avec des personnes qui comprennent ce que vous êtes en train de vivre. Je pleurais souvent, en fait, avant d'aller au travail. Il y avait un travail qui commençait très tôt, donc c'est du 7h, du 6h30. Et toutes ces fois, j'ai voulu tout abandonner quand j'étais sur le chemin du travail. Il y a un chemin que je peux plus faire. Oh, je vous jure. Il y a un quartier, je peux plus le faire. Genre, je peux plus. Ça me rappelle tellement de mauvais souvenirs. J'arrive plus à y aller. Genre, il y a des trucs que je mangeais aussi, j'arrive plus à les manger. Parce que c'était mes repas du midi, c'était mes repas après les grosses journées de travail. Et j'arrive plus à les manger. Ces fois-là, j'ai voulu tout abandonner, je pleurais sur le chemin du travail. Vous savez, quand il neige, toi t'es là, tout le monde est encore en train de dormir, toi déjà à 7h t'es debout. Moi j'avais des potes avec qui je faisais des soirées jusqu'à 4h, 5h du mat et j'étais la seule à me lever pour aller au travail à 9h et revenir à 17h. Donc vous voyez, c'était un peu ce niveau-là de déconnexion en gros que j'avais avec les autres. Je pense qu'on n'est jamais préparé en fait à ce que c'est mentalement. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose quand vous avez des factures qui attendent en fait à chaque fin de mois. C'est pas la même chose quand vous avez un loyer à payer. C'est pas la même chose quand vous avez des études à côté. Si vous êtes dans la précarité des petits boulots, pareil, vous avez envie d'en parler. N'hésitez pas à aller vers des personnes qui comprennent ce que vous allez raconter. N'hésitez pas aussi à venir m'écrire. Je vais terminer cette vidéo parce que je sais que je pourrais pas faire le chapitre 2. Je pense que je suis déjà assez impactée émotionnellement par rapport à ce que je viens de dire au début. Et que je pense que ça va être pas mal d'avoir une deuxième partie puisque la vidéo elle fait déjà une trentaine de minutes, je pense. Une vingtaine de minutes, facile. Donc vous pouvez être découragé par les études. Moi, quand j'étais à Madagascar, j'ai toujours été une élève très studieuse. En partie, j'ai compris pourquoi j'étais studieuse, parce que je savais que si j'étais pas studieuse, en fait, j'allais pas m'en sortir en gros. Arrivée en France, toutes les personnes qui ont été très très bonnes au lycée, qui ont eu des facilités toute leur vie d'apprentissage et qui ont été nuls à chier pendant les études supérieures, c'est nous. Moi, j'étais nulle à chier en première année. Pas de culture, pas de méthode, pas de concentration, pas d'attention, les jobs étudiants, la précarité, l'oppression, le machin, le truc, tout un tas de trucs. Et j'ai raté ma première année. J'ai raté ma première année et vous pouvez être complètement découragé par vos études. J'étais en appel avec mes parents pour leur dire que je vais me réorienter. Dites-vous qu'avec mon grand frère, on avait fait un appel avec mes parents et ensuite on a réfléchi à toutes les options possibles. Est-ce qu'il faut que je fasse un BTS et donc que je travaille très vite? Est-ce qu'il faut que je m'inscrive à l'école de la SNCF, dites-vous?
Ça fait tellement rire. Et puis enfin tout, j'ai pensé à tout. La vie en France m'a dégoûté des études. Cette année, j'avais pas le choix. J'avais 12 partiels à passer en un semestre. J'avais pas le choix parce que si je redoublais, c'est sûr, mais sûr que mon renouvellement de titre de séjour, ça allait être chaud. Donc j'avais pas le choix. J'ai dit allez, j'y vais. Tac, rattrapage, je rattrape les matières en deuxième année. Je réussis tout. Je vous dis, je vous réussis tout. Matière où j'avais eu 2 de moyenne en première année. Je suis devenue prof dedans. Aujourd'hui, au-delà de, vous voyez, parler du fait que c'est trop compliqué, tout, c'est dur. Vous avez vraiment de belles victoires, vous voyez. Il y a des choses comme ça. Vous êtes heureuse de vous être levée ce matin-là pour aller en partiel. Vous êtes heureuse de s'être levée ce matin-là pour travailler. Vous êtes heureuse d'avoir réussi tout ça. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous dire que ce n'est pas facile. Il y a des jours où tout semble insurmontable, mais dans chaque obstacle, il y a une force que l'on découvre. Une beauté que l'on ne soupçonnait pas. Être une femme immigrée, c'est être une combattante des jours où on n'a pas envie. Et aujourd'hui, je choisis de célébrer cette force. Si cette vidéo t'a touché, partage-la. Et si tu as des anecdotes à me raconter par rapport aux différents points que j'ai abordés, je t'invite à m'écrire à helloaudric@gmail.com.